Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh v'Natzliach. Nous sommes ce soir, le lundi soir 8 du mois d'avril, et enfin, c'est ce merveilleux, attendu, Rosh Chodesh Nissan, Chamesh Talafim, Shvamaot Shmonim Ve'arba. Nous avons un shiur ce soir acheté pour l'élévation de l'âme. Donc d'abord acheté par sa fille, Reine Sultana Medina, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Louisa Bat Lea, Alea Shalom Ro Hashem, Tenachena Begana Eden Elion, de qui elle témoigne avoir été une maman merveilleuse, qui vivait dans la discrétion totale, l'humilité et la pudeur. Une femme droite et juste, toujours avec le sourire, même fatiguée, une mère et une grand-mère bienveillantes et patientes, décidément. Baruch Hashem, un exemple pour notre génération apparemment, ou Freine pour la protection de tous nos soldats, libération de tous les otages et le bien-être de tout Israël. Merci beaucoup donc à sa fille, Reine Sultana Medina, d'avoir acheté ce shiur, Be'ezrat Hashem, dédié pour votre maman, avec un sujet très intéressant qui va nous parler à tous, d'une certaine façon, mais surtout à ceux qui ont plus de 50 ans. Alors, c'est un sujet qui va ravir ma femme, puisque ça fait longtemps qu'elle me demandait de faire ce shiur, que je vais partager avec vous, Be'ezrat Hashem, sur une grande question. Pourquoi la dernière génération, celle du dévoilement du Mashiach, est-elle si différente de toutes les autres générations? Le Talmud nous dit Gadol Yetzer Hara Minoso, c'est-à-dire que si on posait la question dans l'absolu, est-ce qu'il y aurait plus de Yetzer Hara aujourd'hui qu'avant? La réponse est non, même si on peut dire oui. C'est-à-dire que si on dit oui ou on dit non, dans l'absolu, les deux réponses seraient bonnes. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, tout est facile d'accès pour fauter. Aujourd'hui, les mondes sont renversés, les valeurs sont renversées. On n'est plus téléguidé par un système social universel. Toutes les valeurs étant renversées, on voit aujourd'hui dans les écoles qu'on a le droit d'utiliser la machine à calculer, par exemple, chose qu'on ne connaissait pas du tout. On était renvoyé de l'école, ou même on avait raté l'examen si on avait utilisé ce genre d'appareil à l'époque. Donc, la génération dans laquelle on est, par exemple, le Talmud nous dit que il y a des gens qui voulaient fauter, mais comme c'était à distance et qu'il y avait beaucoup de risques pour y aller, alors ils n'y allaient pas. Aujourd'hui, ta voiture, on n'est plus à l'époque des ânes, donc oui, tout est facile d'accès, tu as des appareils portables, et puis, sans bouger de ton fauteuil, tu peux visiter le monde entier, chose qui n'appartenait qu'aux sorciers à l'époque, en tout cas telles que les fables et aussi, d'une certaine façon, nos midrashim nous en parlent. Ce qui fait que cette génération, comme les autres générations, ont un Yetzer Hara qui est à la hauteur de la génération. Parce que de l'autre côté, qui n'a pas de Talmud, on peut l'acheter n'importe où, qui n'a pas de Rav dans sa shruna, partout, ces mêmes réseaux qui nous emmènent vers le mal peuvent nous emmener aussi, d'une certaine façon, vers des cours de Torah, vers des choses positives. Donc, il y a du bon et du mauvais, ça dépend de ce que l'on en fera. Ce qui va créer, d'une certaine façon, un équilibre dans chaque génération où, à l'époque du roi, par exemple, Ménaché, il dit là-bas que le Yetzer Hara était tellement fort qu'à l'époque des Tanaïm, s'ils avaient vécu leur époque, ils auraient couru faire de l'idolâtrie en relevant leur robe, leur glima, c'est-à-dire leur djellabéa. Car tout le monde portait à l'époque ce vêtement qu'on appelle la djellaba. Eh bien, donc on voit qu'il y a eu des époques où le Yetzer Hara était tellement prenant qu'il t'attrapait au collet, comme on avait en Égypte. Le Yetzer Hara en Égypte, on dirait que c'était le Guéhinam. Donc en quoi cette génération est-elle si différente? Eh bien, c'est que le modernisme dans lequel nous allons plonger et les valeurs morales dans lesquelles nous allons plonger vont emmener la génération à sortir du lot démographique et géographique dans lequel nous avons vécu. Par exemple, quand on parlait d'homosexualité dans la Torah, on parle, chez nous les Juifs, après chacun son interprétation comme il veut l'entendre, on parle de nous les Juifs avec nos commentaires, nos rabbanim, c'était la ville de Sodome et Gomorrhe. Et on l'appelait Sodome, non pas parce qu'on ne savait pas comment l'appeler, parce que là-bas se pratiquait justement l'homosexualité, même si il y avait certainement d'autres façons d'agir. Quand on parle, par exemple, l'île de Lesbos, on parlait d'un lieu spécifique où les femmes ne vivaient qu'entre elles et s'aimaient qu'entre elles. Ce qui fait que dans les moralités ou toutes les immoralités, comme le citent certains de nos commentateurs, dans tel et tel endroit, on pratiquait la sorcellerie. Dans tel et tel endroit, on pratiquait la débauche. Dans tel et tel endroit, on pratiquait l'idolâtrie. C'était géographique et démographique. Le nombre d'habitants. Aujourd'hui, sur tout le globe de la Terre,
où tu mets ton doigt, tu y trouveras cette immoralité et cet ensemble de choses qu'on vient de citer. Choses qu'on ne connaissait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait une imposition des conquérants, comme la Perse, la Babylonie, les Grecs, les Romains et autres, tous ces grands conquérants qui imposaient des choses. Mais malgré tout, ça restait cerclé d'une certaine façon dans une moralité culturelle et universelle. La Gemara, dans Masechet Sota, nous dit que la fin des temps sera totalement différente. Totalement différente. Le Talmud nous dit que tu ne peux pas dire que la génération de la fin des temps, elle sera comme les autres, ou répétitive des autres. Zelo nachon. Be'gveta de Meshicha. Quand tu entendras la génération qui fera entendre les pas du Mashiach, les choses vont changer. Tout sera hors de prix malgré l'abondance dans le monde. La Gemara nous donne une liste qu'on n'a jamais connue avant. Il n'y aura plus de paix dans les familles. Tes pires ennemis seront ceux de ta propre maison. Oive ish anche beto. Jamais on a vu ça. Je me rappelle que même nous, quand on avait jeunes des conflits, par exemple, à l'extérieur, la famille, on était unis. Là, on vient te dire que la guerre viendra de l'intérieur. Et ainsi de suite. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Mais juste avant, j'aimerais partager avec vous un mahamar, quelque chose de très intéressant, une discussion d'un grand-père avec son petit-fils en 2024. Et je vous ai noté quelques points à vous lire tout simplement, à écouter, à partager, à méditer. Parce que c'est très très intéressant et tellement vrai. En tout cas, je vous affirme que les personnes qui ont entre 45 ans et 50 ans se retrouveront parfaitement dans ce que vous allez entendre maintenant. Une grande partie de ce que vous allez écouter n'est pas de moi. On me l'a envoyé d'Internet. Donc, j'ai lu ce texte et j'ai rajouté des choses. Mais je trouve que c'est tellement vrai. Alors voilà, je vous lis. Un jour, un petit-fils âgé de 18 ans demanda à son grand-père, quand il eut fini de lui raconter ce qu'il avait plus ou moins vécu, et ce depuis la Deuxième Guerre mondiale, « Comment as-tu pu vivre à ton époque ? Sans technologie, sans Internet, sans les ordinateurs, sans les drones, sans les portables, sans Facebook, sans les réseaux sociaux, sans le beacon. Comment tu me parles de billets qui étaient très larges, le Pascal, 500 francs. Mais comment vous avez pu vivre une telle époque ?» lui pose ce jeune homme en 2024, de 18 ans, à son grand-père, très âgé, de 90 ans. Et là, le grand-père lui a répondu la chose suivante. Le grand-père, lui répondit, tu parles de comme ta génération, toi, tu vis aujourd'hui? En d'autres termes, il est en train de lui dire, tu veux qu'on parle de ta génération, où vous vivez aujourd'hui sans aucun humanisme l'un pour l'autre, sans dignité, sans compassion, égocentrique, sans honte de rien, sans respect, comme tu as parlé tout à l'heure à ta mère, sans honneur, sans personnalité, sans caractère, sans amour où tout est devenu débauche, et surtout sans modestie. Mon cher petit-fils, lui a répondu le grand-père, à mon époque, il y avait la bénédiction et la joie dans l'atmosphère, une joie de vivre que vous ne comprendrez jamais, vous, cette génération. Car nos vies étaient empreintes de qualité, malgré le fait qu'on n'avait rien des mondes modernes que vous connaissez. Et là, le grand-père lui dit, alors ça c'est copié sur Internet, je ne tiens pas à m'attribuer des royalties, hein, c'est pas de moi, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que c'est tellement vrai. À mon époque, on faisait du skateboard ou du vélo, on n'avait pas besoin de casque, on était libre, c'était bien. À mon époque, lui dit le grand-père, quand on voulait acheter du pain ou aller chez le boucher, on se garait en double file, on veillait à ce que les voitures puissent passer, et la police nous disait, on vous donne 2 minutes. Il n'y avait pas de pic, on pouvait se garer assez facilement, on pouvait parler avec la police, elle comprenait notre situation parce qu'elle savait nous écouter, elle jugeait elle-même si c'était possible ou pas. Et quand on lui disait, j'ai pas mis ma ceinture,
je sors à l'instant du parking, vous m'avez vu sortir, il nous disait, on vous donne un avertissement. Ça, c'était mon époque, lui a dit le grand-père. On faisait nous-mêmes nos devoirs. On n'avait pas besoin de nous répéter, fais tes devoirs. Nous avions des jouets, Ken, et savions jouer. Jusque tard dans les prés, jusqu'au coucher exactement du soleil, même avec si peu de choses pour nous occuper. Un seul ballon suffisait pour quelques personnes. Des Playmobil, des petits jeux, des billes, n'importe quoi, des cailloux. Les 5 osselets pouvaient nous occuper pendant des heures. On savait faire la différence entre le propre et le sale, la moralité et l'immoralité. Car les télévisions, à mon époque, nous prévenaient. Des films interdits, par exemple, au moins de 12 ans, où les parents nous disaient « Va dans la chambre, tu ne peux pas regarder ce film ». Eh oui, pour ne pas détériorer l'éducation des enfants. On leur apprenait à grandir avec leur âge, afin qu'ils découvrent avec ambition, au fur et à mesure des âges, le monde, et non pas le projeter comme vous, où à l'âge de 6 ans, tu savais déjà tout. Nous avions de vrais amis, et on savait c'est vrai, on savait s'aimer vraiment, on savait partir ensemble en vacances, sans chercher pour autant l'intérêt de quoi que ce soit, mais uniquement par amitié. Pas comme vous aujourd'hui, qui êtes rempli d'amis virtuels, pour lequel un seul bouton peut définir s'il peut être ton ami ou pas. On buvait de l'eau de la fontaine qui était gratuite, alors qu'aujourd'hui, la moindre bouteille d'eau coûte extrêmement cher et bien au-delà de ce que vaut l'eau. On était plus forts physiquement, alors que vous êtes tout le temps tous malades. Nous étions beaucoup moins chez le médecin que vous. On était capable de jouer à des jeux fabriqués par nous-mêmes, parce qu'on s'intéressait à tout. Ou des jeux de société, lui a dit le grand-père. On jouait au Monopoly, on jouait au Dada, on jouait à n'importe quel jeu, Cluedo, et on kiffait. Je ne t'ai jamais vu, lui a dit le grand-père, jouer au moindre jeu de société, si ce n'est que d'être addict sur ton portable, et ce, depuis que tu es né. Tellement vrai tout ça, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai pas fini cette liste. Nos parents n'étaient pas riches, certes, mais ils nous ont donné beaucoup d'amour et prenaient le temps pour nous de nous éduquer, alors qu'ils travaillaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. On mangeait les soirs tous ensemble à table et parlions pour mieux nous comprendre et mieux nous connaître chaque jour. Nos sorties en amis étaient simples et ne coûtaient pas aussi cher qu'aujourd'hui. On était capable de rester même sur un banc jusqu'à 2-3 heures du matin à partager nos opinions et nos connaissances. Nous savions écouter nos parents. On les respectait. On savait revenir à l'heure. On avait du respect pour nos professeurs qu'on estimait beaucoup, car on cherchait à leur plaire à travers les résultats de nos devoirs. Les filles, à mon époque, lui a dit le grand-père, étaient des filles pudiques, qu'ils savaient savoir comment approcher, avec beaucoup de distance. Et ensuite, quand on s'aimait, on parlait par la suite de mariage. Et là, il lui rajoute quelque chose. Sache qu'à mon époque, il était rare de voir une fille qui finissait vieille et qui ne se mariait pas. Alors que toutes tes cousines, lui a dit le grand-père, cherchent encore à se marier alors qu'elles ont toutes 30 ans aujourd'hui. Et ceux qui se sont mariés ont déjà divorcé. Alors qu'à mon époque, personne ne divorçait. C'était des cas assez gras et assez rares. Plus c'est moderne et plus c'est fragile. À mon époque, c'était du solide. Alors c'est incroyable de lire ça maintenant, parce que je viens d'acheter quelque chose en revenant de Mincha et de Harvit de la Beth Knesset, et j'étais en train de voir un objet pour acheter un cadeau, et le vendeur, alors que j'ai écrit ça ce matin, le vendeur me dit, vous savez, Rav Tuito, aujourd'hui, en hébreu, tout vient de Chine, tout est fragile, tout noircit facilement, tout se casse facilement. Et c'est ce que lui dit le grand-père, et ça c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, il lui dit, plus c'est moderne et plus c'est fragile. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais à mon époque, tout était solide. Les matériaux pesaient lourd, c'était du solide, c'était du parfait. On cherchait à s'installer proches, une fois mariés, les uns des autres, parce qu'on était capable de s'apprécier, et pas comme aujourd'hui, où le mariage est presque devenu un échappatoire
pour sortir de la famille qui nous a fait grandir. Nos conflits et nos disputes avaient de vraies raisons d'être. Et à ce moment-là, le grand-père dit à son petit-fils, « Ça fait combien de temps que tu ne parles pas à ton frère? Rappelle-toi pourquoi. Parce qu'il est rentré dans ta chambre, parce qu'il t'a pris ton pull et parce qu'il ne te l'a pas rendu. » Chez nous, ce n'était pas un sujet de dispute. On était beaucoup plus humble et beaucoup plus compréhensif. Notre cœur était fait de chair, le vôtre est fait de pierre. Tout ça, c'est dans Yecheskel. Les lois étaient respectées et l'immoralité était refusée. À mon époque, lui dit le grand-père. Et on avait une chose qui aujourd'hui me déroute. On se parlait avec respect et retenue. Les chansons et les films que nous regardions et que nous écoutions comportaient tous une morale. Les héros étaient des gens gentils, propres. Les hommes étaient des hommes, les femmes étaient des femmes. Et ils finissaient toujours par gagner pour dire que le bien est plus fort que le mal. Pourrais-tu en dire autant à ton époque avec les films que vous regardez? Lui pose la question le grand-père. C'était une époque où la vie était ensoleillée et remplie de joie, malgré les nuages qui couvraient le soleil, malgré les malheurs qui nous accompagnaient, car notre vie était très dure. Voilà, je peux continuer des heures, j'ai eu des idées cet après-midi, d'exemples que j'ai moi-même vécu, que je vois aujourd'hui, mais je pense qu'une grande partie de... ma chère épouse, ça fait longtemps que tu m'avais demandé de faire un cours de comparaison, et c'est vrai qu'en écrivant ce que j'ai écrit ce matin, j'ai beaucoup pensé à ce qu'on a vécu, parce qu'on a le même âge, et je trouve que Bémet, c'est tellement vrai. Tu peux pas nier ça. Je défie une personne de me dire pas du tout. C'est impossible. Quand on voit comment la vulgarité dans les réseaux sociaux, dans les émissions aujourd'hui, gère les choses, le plus marrant, c'est que je t'avais parlé d'une comique qui était vraiment exceptionnelle, parce que c'était la seule qui était restée propre. Je t'ai parlé de ça quand? Il y a 2 jours. Eh bien, elle s'est mise comme les autres, à parler vulgairement, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle remplissait moins les salles. C'est quand même fou qu'on soit à la recherche du sensationnel. Avant, quand on voyait des accidents où des lions dévoraient des humains ou des choses qui sont dures, quelqu'un qui tombait du 10e étage, on se couvrait les yeux. Aujourd'hui, ça fait 10 millions, 15 millions de vues. Plus on va charrier, plus on va détruire l'autre, comme on peut le voir dans tous ces réseaux sociaux, où les couples ou les gens qui vivent en concubinage, eh bien, passent leur temps à se faire des blagues, à blesser l'autre, et ça fait 20, 30 millions d'abonnés. C'est fou. Jamais à notre époque, on aurait accepté l'idée de mettre des caméras dans une grande villa avec plusieurs personnes qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève, et des gens fatigués vont veiller toute la nuit à les regarder dormir, à voir comment ils vont se lever, de quoi ils vont se parler. Ça s'appelle, je crois, les grands frères. Achagadol, le grand frère en Israël. Jamais on aurait pensé une chose pareille. Maintenant, la question, parce que c'est quand même un grand sujet tout ça, c'est intéressant. Comme je l'avais dit une fois à tellement de gens qui avaient mon âge, que quand on avait un billet de 500 francs à l'époque dans la poche, on était serein pendant des semaines. On pouvait aller au restaurant avec, on pouvait sortir avec, on pouvait acheter des fringues avec. On avait de la valeur. L'argent avait de la valeur. Aujourd'hui, plus tu en gagnes, et si tu as 100 euros sur toi, ben t'as rien. Tu fais juste un peu les courses, tu fais juste quelques emplettes à droite et à gauche, et au bout de la journée, il ne te reste déjà plus rien. Tout est hors de prix. On vit dans une génération où on n'a pas le droit d'être pauvre. On vit une génération où on n'a pas le droit d'être moche. Tandis qu'avant, tout le monde se mariait, tout le monde s'appréciait, non pas pour l'extériorité, mais pour l'intériorité. Aujourd'hui, on est dans le virtuel et surtout dans le superficiel. Tandis qu'à notre époque, on vivait la valeur des choses. Alors, je me suis intéressé à ça pour ceux qui sont intéressés par ce chiour, en tout cas, je l'espère. Oui, on avait de la monnaie quand on donnait des choses, c'est sûr. C'est pourquoi. Pourquoi Béhémet était... on était dans cette situation de ce qu'on vit aujourd'hui, même si la vie peut être belle. Attention, les temps modernes, je suis content de vivre j'ai vécu avant, je vois aujourd'hui, je suis content de vivre les deux. Encore une fois, ça va beaucoup dépendre de ce que l'on va en faire. Mais malgré tout, quand je vois par exemple ce qui est en train de se passer, des gens qu'on refuse à la télévision parce qu'ils sont en train de dire leur vérité à propos de ce qui se passe en Israël, en France ou ailleurs, alors on les, on leur empêche, comment on dit,
On dit en français. On les empêche de venir à la télévision. On les Boycott. boycotte, absolument. D'ailleurs, c'est devenu une nouvelle arme. Boycotter, il faut le boycotter. On ne va plus acheter, on ne va plus. Et tout ça, ça s'appelle de la démocratie. Mais si par exemple, tu n'es pas d'accord avec l'homosexualité parce que pour toi c'est impropre à ta conviction, simplement, pas une question de religion, une question de conviction, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose que tu aimes. Mais tu es fou, tu ne m'acceptes pas, c'est la démocratie, tu dois m'accepter. C'est de la dictature. Si tu as un problème avec une certaine censurée, oui, non, quand on n'accepte pas une personne, on ne censure pas, on ne l'accepte pas, il a été boycotté, non, c'est même pas boycotté en réalité. Il y a un nom pour ça, mais ça ne me vient pas, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si, par exemple, tu es pro, eux, tu es menacé. Un juif qui est pro-israélien, parce qu'il est juif, et puis parce qu'il a raison d'être juif, et qui défend sa cause, son peuple, c'est légitime. Mais ce n'est pas accepté. Si eux défendent leur cause, c'est légitime. Ils sont du même clan, ils ont la même idéologie, ils ont la même religion. Mais au nom de la démocratie. Moi, je ne vais pas te dire, si tu ne penses pas comme moi, je vais te crever, je vais te boycotter. Sinon, c'est de la dictature. C'est-à-dire que les valeurs sont tellement folles aujourd'hui qu'on utilise, écoutez bien, la dictature au nom de la démocratie. Réfléchissez un tout petit peu à ça. La démocratie, c'est d'accepter les idées en général, même celles qui vont à l'envers de ce que tu penses. Mais on ne les accepte pas. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es raciste. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es homophobe. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es islamophobe. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es. C'est-à-dire, on est catégorisé. Mais c'est fou. Et je finirai avec quelque chose qui me tient à cœur. À notre époque, la majorité dirigeait le pays. La majorité influençait le monde. Aujourd'hui, ce ne sont que des petites minorités qui font la loi et qui imposent en prenant des postes importants comme journalistes, comme les réseaux sociaux, pour influencer. Pour influencer. Combien d'hommes veulent être des femmes et combien de femmes veulent être des hommes? 0,1% sur Terre. Et pourtant, on a l'impression qu'on parle d'une grande majorité, que le monde est en train de changer. C'est un mensonge. Et le bruit est tellement puissant, comme une boîte dans laquelle il y aurait quelques pièces seulement. Quand tu la secoues, elle fait beaucoup de bruit, ça résonne beaucoup. Mais à l'intérieur, il y a juste 3 pièces. Et la majorité se tient dans le silence comme une boîte qui est remplie de pièces. Tellement remplie que quand tu la secoues, il n'y a pas d'espace pour faire du bruit. J'espère qu'un jour la majorité sortira se faire entendre. Si fort que la minorité comprendra qu'elle n'est qu'une minorité. Au sage de nous dire maintenant on retourne dans l'étude de la Torah, quoique pour moi tout ça c'était de la Torah. Voilà ce que nous dit le Midrash à propos de la 9e plaie d'Égypte, celle de l'obscurité. Toutes les plaies ont duré une semaine, mais à la fin des temps, pour cette plaie-là, il n'y a eu que 3 jours de nuit. Akadosh Baruch Hu prendra cette obscurité et l'étendra pour la dernière génération où le monde sera plongé dans l'obscurité. Pourquoi? Pour laisser les lumières de la Géoula venir éclairer le monde. C'est vrai qu'on allume la lumière quelque part que quand il fait sombre, obscur, qu'on n'y voit plus rien. C'est d'après l'obscurité de l'Égypte que nous sommes sortis à la 10e plaie du pays d'Égypte. Chazal nous dit qu'à la fin des temps, le monde sera plongé dans une obscurité si profonde que la vérité n'aura pas le droit d'exister. Ce que je vous dis a été écrit il y a 1800 ans dans le Talmud Masechet Sota, même tête à Moudbet. Ve'aemet yader, il n'y aura plus de vérité. Yader, on fera disparaître la vérité. La haine sera au rendez-vous. Et la haine, ici, il dit, pourquoi tout ça? Il dit tout simplement parce que quand viendra la Géoula, elle n'engendrera pas par la suite de la tristesse. Ce sera une joie éternelle sur terre. À quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui veut absolument, mais absolument, que sa flèche aille le plus haut possible. Alors il faudra d'abord qu'il la tire vers le bas, le plus possible aussi. Plus l'obscurité est profonde, et plus la lumière qui nous attend sera grande. La Chen Bezrat Hashem, on aurait pu éviter cette obscurité si on était resté unis à continuer à garder les valeurs morales de la vie, de laisser les héros être des héros
de laisser les méchants en prison et de faire ce qu'on aurait dû faire dans la moralité qui a mené le monde à vivre les meilleurs moments de sa vie. C'est pas parce que les années 80 étaient les années 80, c'est parce qu'on a été capable de faire des années 80 que chaque famille était une famille, que chacun respectait la religion de l'autre, chacun acceptait d'une certaine façon ce qu'était l'autre, parce que l'autre acceptait de ne pas te déranger dans ce qu'il vivait en privé. Les gens étaient homosexuels, ils le vivaient chez eux. Ils ne le manifestaient pas à l'extérieur. Ils respectaient ceux qui n'acceptaient pas cette idée. Ceux qui étaient chômeurs, Shabbat, nous les Juifs, on n'a jamais fait de scandale, ni fait des manifestations parce qu'on est religieux. On est à notre place. Chacun connaissait sa place. On laissait les policiers être les forces de l'ordre, les magistrats être des magistrales, ça se dit, je ne sais même pas comment on dit. Les patrons étaient des patrons. Bon, il y avait CGT, CMDT qui ont toujours cassé les pieds, mais de façon générale, les hiérarchies étaient respectées. Ça se faisait, ça ne se faisait pas. C'était honteux, ça ne se disait pas. Ça c'est bien, on savait s'encourager, on savait recevoir des tableaux d'honneur. Et ça, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Alors quand j'ai lu le message de cette merveilleuse grand-mère, pour qui le chiour a été dédié aujourd'hui, je suis certain que dans le ciel, elle doit l'écouter, ce chiour, duquel le témoignage de sa fille, Reine Sultana Benida, a dit « Ma mère était une femme merveilleuse, qui vivait dans la discrétion totale, une femme droite et juste, toujours avec le sourire, même fatiguée, une mère et une grand-mère bienveillantes et surtout patientes. » Yezich la Baruch. Dans un instant, vous avez un deuxième shiur que je dois faire, Bezrat Hashem, en vous souhaitant de partager vraiment cette nostalgie de ce shiur. Et vous savez pourquoi je l'ai fait, ce cours. D'abord, ma femme me l'avait demandé depuis très longtemps. Parce que on peut ramener les bonnes époques dans le monde de la Torah. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait une vie de qualité morale, mais on n'était pas religieux. Aujourd'hui, on est religieux, mais on a beaucoup perdu de cette moralité. Le mieux à faire, c'est de ramener cette moralité dans la Torah d'aujourd'hui. Et là, notre vie sera ensoleillée, même pendant une soirée. Kol Tuv, Veleitra, et à tout de suite pour un prochain shiur.